On parle de l'économie du développement tout de suite avec Thomas Mélonio, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef économiste à l'AFD, l'Agence française de développement, et Guillemette Petit, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice générale de Play International. On rappelle en quelques mots ce qu'est l'AFD, Thomas Mélonio. Alors l'AFD, c'est une agence du gouvernement, donc c'est votre agence. On Ouais. intervient dans un peu plus de 100 pays dans le monde pour favoriser le développement et aussi créer des liens avec des pays étrangers. Donc c'est vrai, principalement des pays en développement, mais aussi des outre-mer. Il y a une activité qui est financière, Ouais. aussi de coopération technique avec Expertise France, d'appui au secteur privé avec la filiale Proparco et aussi de recherche et d'innovation, mais peut-être on en parlera un peu plus tard. Évidemment, on va parler de recherche et innovation. Play International en quelques mots. Oui, donc Play International, c'est une ONG qui a été créée il y a 26 ans et qui développe des programmes de sensibilisation et d'éducation auprès des enfants et qui a comme spécificité, comme son nom l'indique un peu, d'utiliser le jeu sportif ou le sport comme outil au sein de ses programmes. Et donc on intervient dans une trentaine de pays par an et aujourd'hui on a des bureaux dans 7 pays, principalement en Afrique, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans l'océan Indien et dans les Balkans. Et est-ce que l'AFD aide Play International? L'AFD aide beaucoup Play International. On est heureux de vous avoir réunis sur ce plateau. Je veux bien qu'on rentre un peu dans le détail, Thomas Mélonio, sur les projets, les interventions de l'AFD à l'étranger. Comment ils peuvent, ces projets, avoir des conséquences directes ou indirectes en France? Parce qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a évidemment un effet domino d'une certaine façon. C'est vrai que l'action internationale, au début, ça peut être vu comme lointain ou parfois accessoire, alors qu'en fait, ça a des conséquences très pratiques. On est en plein milieu d'une crise énergétique, par exemple, donc qui frappe à la fois les prix de l'énergie, mais aussi le prix des engrais. Donc ça, c'est très concret si vous allez à la pompe ou pour les agriculteurs. En fait, à l'AFD, on va créer des liens internationaux qui, dans certains cas, servent à structurer des filières. Par exemple, l'année dernière, on a fait des programmes importants avec l'OCP, qui produit des engrais, qui est un des fournisseurs importants, par exemple, qui sert aujourd'hui à la France. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, quand on travaille sur les économies d'énergie un peu partout dans le monde, non seulement c'est bon pour le climat, mais c'est aussi un élément qui permet de stabiliser la demande énergétique dans le monde. Donc ça, c'est deux exemples vraiment très, très en regard de l'actualité. Ouais. Après, peut-être aussi ma collègue de gauche donnera quelques exemples, mais on finance beaucoup d'innovation ou d'expérimentation, dont parfois les résultats peuvent être une source d'inspiration pour nous. Oui, oui, ça sert les associations, les projets que vous aidez vont peut-être pouvoir faire des petits en France. On va y venir en détail, mais Guillemette Petit, sur le rôle du sport, de l'activité physique, comment vous les utilisez finalement comme des outils éducatifs et pourquoi ils permettent peut-être de faire passer des messages d'éducation citoyenne, sociétale? Alors effectivement, c'est un peu une spécificité qu'on a, c'est-à-dire que le sport ou l'activité physique et sportive est un outil pour nous, qui nous permet de déployer des programmes qui vont par exemple, on en parlera peut-être justement en termes d'innovation, d'apprendre à compter, d'apprendre à lire et écrire, en utilisant effectivement le jeu sportif, jusqu'à des sujets un peu plus, on va dire, sérieux, comme les violences basées sur le genre, ou d'autres programmes qu'on utilise dans nos pays en Afrique. Et donc on joue sur une notion qui est importante au sein de Play International, c'est la notion de plaisir auprès des enfants. Ça, c'est quelque chose qui favorise l'apprentissage. Et puis, on est dans une logique collective. Quand vous avez des enfants, par exemple, on intervient beaucoup dans les écoles scolaires qui sont une soixantaine, une centaine par classe dans certains pays. La dynamique est complètement différente lorsqu'on les met dehors, lorsqu'on les oblige à jouer ensemble. Il y a des déclics qui se passent en termes de messages éducatifs et d'apprentissage. C'est un outil d'inclusion, si je comprends bien. C'est un outil d'inclusion, c'est un outil d'éducation, c'est un outil pour apprendre sur le vivre ensemble, qui est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est un outil d'insertion professionnelle aussi, qui est quelque chose que nous, on utilise moins. Et pour vous donner un exemple, par exemple aussi d'innovation sud-nord, aujourd'hui, on a un programme qui marche beaucoup en France, qui est l'apprentissage des mathématiques par le sport, et il est né au Burundi. Alors, Voilà. je veux bien, on va rentrer dans ce détail-là, mais vous commencez par me raconter. Donc, qu'est-ce qui se passe au Burundi? Je vous écoute, je découvre, je me dis, ok, comment je vais apprendre à compter avec le sport? Racontez-moi. En fait, on travaille donc sur le cycle 2, c'est-à-dire les maternelles CP, CE1. C'est là où on commence Je suis à un peu apprendre, vieux alors. voilà, compter, lire et écrire. C'est les fondamentaux qu'on apprend à ce niveau-là. Et en fait, c'est assez facile de relier la dynamique d'addition, de soustraction avec du jeu. On utilise par exemple un jeu tout simple et c'est comme ça que c'est né au Burundi, qui est le béret, que vous devez connaître. Et évidemment, alors là, je simplifie un peu notre méthodologie qui s'appelle la pédagogie, mais on a des spécialistes de la didactique quand même du sport qui font
partie de nos équipes. Et donc on développe ça. Ça fait pendant une dizaine d'années au Burundi, on a développé ça. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était aussi important au Kosovo, dans un pays dans lequel on est. Puis en France, vous connaissez le rapport PISA et les chiffres de l'apprentissage des mathématiques. Et donc on s'est associé à un chercheur en mathématiques pour développer des séances pour l'instant qui vont jusqu'à la classe de CE2. Et là, on a énormément de demandes pour monter jusqu'à CM1, CM2. Thomas Mélonio. Oui, on observe dans beaucoup de pays en développement, enfin étrangers, aussi cette même problématique de développement des apprentissages. Honnêtement, je pense que il faut le dire avec humilité, c'est aussi un sujet pour la France. C'est vrai au début du cycle d'enseignement, mais ça vaut un peu plus, ça vaut aussi pour des enfants un peu plus âgés. On a observé dans pas mal de pays en développement, par exemple, des développements de nouvelles méthodes pédagogiques qu'on appelle teaching at the right level ou bien enseignement ciblé, pour au sein des classes répartir les enfants autour de tables et leur proposer un contenu qui est adapté à leur niveau pour que chacun se voit enseigner quelque chose qui est juste au-dessus de son niveau. Et c'est comme ça qu'on progresse plutôt qu'un contenu uniforme pour toute la classe. Ça, c'est des méthodes d'enseignement qui ont été testées par la recherche dans beaucoup de pays en développement et qu'on commence maintenant à voir se développer en France. Donc c'est intéressant de montrer ce qu'on peut faire par l'innovation pédagogique en l'occurrence. Après, le tester très rigoureusement en termes de recherche. Vous savez, on fait des protocoles, on met des gens qui vont être testés avec cette méthode d'enseignement versus un enseignement plus classique. Et après, on voit la différence en termes de résultats. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tester avec des financements de l'AFD. On a un fonds d'innovation pour développement qui fait ça, mais aussi des ONG ou des gens qui apportent des pédagogies innovantes. Donc c'est vraiment ces choses qu'on fait à l'étranger qui vont avoir un impact, mais aussi dont on peut s'inspirer en France. Et est-ce que à quel point c'est important d'avoir eu ce test à l'étranger, finalement de pouvoir démontrer que ça marche pour qu'ensuite ce soit accepté par des enseignants ou des éducateurs en France? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on pourrait avoir une vision un peu d'où j'ai besoin de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Non, je pense peut-être on manque parfois de cette humilité en France, je pense, très sincèrement. Et il se peut parfois que les débats nationaux soient un peu cartélisés, chacun est sur sa position. C'est là que le fait d'avoir une recherche assez incontestable, je pense, peut nous servir d'inspiration. Guillemette parlait des résultats de PISA, ça c'est au sein de l'OCDE, on peut se comparer en termes de niveau, mais une fois qu'on a réalisé que le niveau n'était pas excellent, faut-il encore trouver une solution, quoi. Il ne suffit pas de caractériser le problème, et c'est là que je trouve que voir ce qui se passe à l'étranger peut être une source d'inspiration, d'humilité, et pour nous, une manière de sortir de débats qui parfois n'avancent plus. La recherche, l'innovation, quelle part ça prend dans l'activité, l'action d'une association comme la vôtre? Alors, l'innovation, je dirais que comme on est sur un outil qui est un peu spécifique et qui n'est pas du tout mature encore, c'est notre quotidien. Après, sur la recherche, je vais prendre deux exemples. On a eu 2 contrats CIFRE, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est des étudiants. Je veux bien que vous expliquiez, oui. Voilà, en l'occurrence, on avait 2 étudiantes qui étaient docteurs en STAPS, puisqu'on est une ONG qui travaille avec le sport, et puis l'une en sociologie et l'autre en psychologie, qui ont intégré les équipes et qui ont travaillé pendant 3 et 5 ans sur l'analyse de 2 de nos programmes. Je vous donne un exemple, il y en a une qui a travaillé sur un programme de développement de contenu pour les enfants porteurs de troubles du syndrome de l'autisme et qui avait pour objectif de développer leurs habiletés sociales. Et donc pendant 3 ans, Thomas parlait de protocoles très sérieux, expérimentaux, etc. C'était vraiment un travail de recherche scientifique qui a été menée par Olivia Collet en l'occurrence, qui nous a permis de développer toute une batterie de jeux pour développer les habiletés sociales des enfants autistes. Et peut-être que j'y reviendrai, mais aujourd'hui on a envie d'en avoir d'autres, de chercheuses, de travail de recherche de longue durée, et en termes de financement, c'est pas facile. le message est passé Même si le feed est un excellent outil. À Thomas Mélonio. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, c'est itératif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle recherche ou innovation, vous acceptez l'idée que certaines innovations vont pas fonctionner, et donc vous en abandonnez en route, c'est ça? Les phases de co-création, puisque c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec nos partenaires très locaux, pour que ça ait un impact pour nous, il faut qu'on soit vraiment au niveau du territoire, sont suivis d'une phase de test qui est assez longue. Et ça, c'est extrêmement important. Thomas Mélonio, oui. Oui, juste, c'est important ce que vous disiez. Parfois, quand on teste, ça ne marche pas. Ou parfois, on teste plusieurs choses à la fois et c'est là qu'on va pouvoir faire des choix ensuite. Je vais donner un exemple. Récemment, à Madagascar et en Éthiopie, on a financé 2 expérimentations pour accompagner les jeunes filles pendant les périodes menstruelles, qui sont souvent des périodes où il y a un peu plus de décrochage scolaire. Et en fait, on a testé plusieurs choses avec des ONG et les gouvernements de ces 2 pays, pour soit fournir plutôt des infrastructures, des toilettes par exemple, soit des produits, soit plutôt des programmes d'accompagnement, d'empowerment, d'encapacitation, et pour créer un peu de confiance ou déstigmatiser ce type de période, et en particulier les jeunes filles. Et donc on a pu comparer les 3, et c'est d'ailleurs plutôt, à ma grande surprise d'ailleurs, mais plutôt la 3e composante, c'est-à-dire l'accompagnement plus individualisé de personnes, à la fois à titre collectif pour en parler en classe, et puis à titre individuel pour apporter plus de soutien, qui a eu les résultats les plus importants. Ça, c'est des projets qui ont été testés de manière pilote, et le fait de tester plusieurs options finalement, combinaisons d'intervention, au moment où on veut
passer à l'échelle, ce qui va être le cas à Madagascar, c'est-à-dire que ça devient, au début c'est une expérimentation, puis ça devient la politique nationale, et bien on le fait sur la base d'une expérimentation qui a été très ciblée, très poussée. On devrait le faire pour nos lois aussi, hein. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Non, je crois que c'est le sujet, très Ouais. franchement, c'est-à-dire est-ce qu'en France, Ouais. on fait aussi bien dans l'expérimentation et le suivi des politiques publiques avant de les généraliser. Je pense qu'il y a vraiment des leçons là, à il y a des tirer leçons à d'expérience à l'étranger. Vous travaillez aussi sur la santé, l'AFD, vous venez d'en citer là, puisqu'on parlait de l'accompagnement des jeunes filles dans les périodes menstruelles, mais il y a beaucoup d'actions de l'AFD en matière de santé. Ah oui, il y en a beaucoup. Et c'est dans les 15-20 dernières années, il y a eu des progrès très importants dans le domaine de la santé mondiale. Par exemple, si on prend l'exemple du sida, en 2005, il y avait quasiment 2 millions de morts par an à cause de l'épidémie de sida. Aujourd'hui, c'est 500 000. Évidemment, c'est 500 000 de trop, mais quand même, la mortalité a été divisée par 4 grâce à des produits et puis aussi à un appui au système de santé, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un médicament et des trithérapies, il faut aussi pouvoir les distribuer. Et là, évidemment, c'est un domaine où il y a eu à la fois beaucoup de recherche et on a mis beaucoup de moyens et on a eu aussi beaucoup de résultats. Le message que j'ai envie de transmettre aussi, c'est on dit souvent, est-ce que ce qui se passe à l'étranger, est-ce que c'est efficace? Il y a de la corruption, il y a des difficultés, c'est des choses qu'on entend tout le temps quand on est dans notre métier. Mais ce qu'on voit, c'est quand on a une cause précise, qu'on met des moyens et qu'on a une solution technique, bah oui, on peut avoir des très grands résultats. Ouais. Sport et santé, Guillemette Petit, évidemment, c'est lié. Alors c'est lié, mais on n'intervient pas au même niveau que ce que Thomas a décrit. Je vais vous donner 2 exemples de programmes assez récents. Dans l'océan Indien, on est présent aux Comores et il y a, si je ne me trompe pas, 1 an ou 18 mois, il y a eu une épidémie de choléra qui est revenue. Le choléra, c'est la maladie des mains sales. Et donc on est réintervenu dans toutes les écoles dans lesquelles on avait formé des professeurs des écoles sur les gestes barrières, avec du jeu sportif. Et on a touché, grâce au ministère de la Santé des Comores, plus de 16 000 enfants en 2 semaines. Et puis on est présent à Mayotte. On est réintervenu après le cyclone Chido qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an. Et on travaille avec des psychologues pour accompagner la reconstruction psychologique des enfants. Donc là, je fais le lien avec la santé mentale et la gestion des traumatismes. Et là, c'est pareil, on travaille avec nos outils de jeux sportifs, de plaisir collectif, accompagnés par des psychologues, encore une fois, puisque ce n'est pas notre métier. Est-ce que vous souffrez financièrement en ce moment? C'est une question que je pose à peu près toutes les associations que je reçois. Il y a un contexte qui est quand même compliqué. C'est extrêmement difficile. Voilà, on est sur des financements qui sont souvent des financements multi-annuels ou pluriannuels. Donc là, on est encore sur des financements acquis il y a 1 ou 2 ans. Mais l'année 2026 était déjà assez difficile avec des impacts sur nos équipes. Et surtout, les décisions, les arbitrages d'aujourd'hui vont impacter notre activité sur les 2-3 prochaines années. Et les perspectives sont difficiles pour nous. Voilà. C'est difficile pour l'AFD de défendre son budget en ce moment. La France a des économies à faire. Oui, on nous a demandé et on est en train de réaliser des économies importantes. Donc ça, c'est pas la peine de le cacher. Le budget de l'AFD, il est très connu. En fait, c'est dans le budget de l'État. Vous avez une composante qui nous permet de faire des dons et une composante qui nous permet de faire des prêts à taux réduits. Donc c'est vrai que la composante dons, elle est en réduction importante. Les chiffres sont publics, donc je ne révèle pas de secret particulièrement, mais c'est à la fois difficile pour nous en tant qu'entreprise et puis par ailleurs, on sait que c'est difficile pour les récipiendaires de ces financements. Ouais. Ça veut dire que c'est le thème du sommet. Ce qui compte vraiment, on se concentre sur ces questions. Ça vous oblige à faire des choix peut-être un peu plus compliqués? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je dirais qu'il y a un premier effort qui est de convaincre que c'est important d'agir à l'international, qu'on peut avoir des résultats et que ce n'est pas sans conséquences pour nous. Ça, c'est, je dirais, la première phase qui est de conviction, de plaidoyer. Et puis la deuxième qui est plutôt une phase d'optimisation. Et donc on va se dire, à moyen donné, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, une fois que le budget est voté, comment est-ce qu'on en fait le meilleur usage. Donc d'où l'importance de se concentrer sur ce qui fait le plus d'impact, ce qui est le plus innovant, ce qui a un potentiel de passage à l'échelle. C'est vraiment ça notre logique. Et aussi, donc ça c'est vraiment une logique de pur impact. Et il y a quand même une dimension de solidarité, se concentrer sur les pays les plus vulnérables, les plus pauvres, puisque le don est une ressource rare, on essaye de l'utiliser là où il est le plus nécessaire. Mais dans un ensemble où c'est vrai, il y a moins de budget, c'est une réalité. Merci beaucoup à tous les deux et bon sommet de la mesure d'impact. Notre émission spéciale continue les défis du secteur associatif. On continue d'en parler tout de suite.